Je crois que nous pouvons commencer notre réunion de ce jour. Donc, je déclare la réunion du 29 octobre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Madame la gouverneure faisant fonction. Et donc, Madame Delcourt s'excuse. Elle ne pourrait être présente avec nous aujourd'hui. Monsieur Rassa, au niveau de votre groupe. Monsieur Navet. Madame Gaillard. Madame François qui est clouée au lit. Madame François. Monsieur Capa. Complet, puisqu'on a le plaisir de retrouver Madame Colombini. Voilà. Monsieur Chalon. Je vais dire complet, président. Tout le monde est à l'écran. Je vois pour la photo, qui n'est peut-être pas connecté. Monsieur Lejeune. Tout le monde présent. Merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour. Celui-ci vous a également été envoyé par email avant le début de la séance. Je vous rappelle que nos travaux d'aujourd'hui sont consacrés aux réponses du Collège provincial, aux interventions des... Je pense qu'il y a une petite erreur. Voilà. Je pense que nos travaux aujourd'hui, comme nous avons entendu les interventions des chefs de groupe sur les documents budgétaires 2020-2021, j'invite Madame la députée provinciale vice-présidente Cathy Firquet à la tribune pour nous faire part des réponses du Collège provincial aux interventions des chefs de groupe et aux documents budgétaires. Vous avez la parole, Madame la vice-présidente. Il n'y a pas le PV, Président. Jean-Claude, il n'y a pas le PV. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers, suite aux résultats des élections communales de ce 13 octobre 2024 et conformément à l'article L1123-27 du Code de la démocratie locale, le Collège communal s'associe à votre bourgmestre pour vous présenter ce programme de politique générale qui nous emmènera jusqu'en 2030. Bien sûr, cette première déclaration s'accompagnera d'ici quelques semaines de la présentation de notre plan stratégique transversal, mais cet après-midi, je tâcherai déjà de dresser les lignes importantes de notre action pour les 6 prochaines années. Alors, vous le savez, la situation financière de notre commune est solide grâce au travail sérieux du collège sortant, les charges de personnel et de pension sont maîtrisées et les investissements suivent les besoins, tandis que les taxes n'ont plus été augmentées depuis 2019. Notre commune est donc stable, en témoigne la confiance renouvelée par les citoyens qui ont conforté la précédente majorité à la sortie des urnes. Au niveau budgétaire, rappelons la bonne nouvelle qui nous est venue en 2020, il y a 4 ans déjà, souvenez-vous, grâce à la décision du gouvernement wallon de faire reprendre par les provinces jusqu'à 60% des dotations communales aux zones de secours, notre belle commune de Gemep-sur-Ourthe, qui versait 550 000 € à la zone en 2019, a du coup réalisé une économie directe. Pour rappel, 110 000 € sont ainsi restés dans nos caisses en 2020, 165 000 en 2021, 220 000 en 2022 et 275 000 en 2023. Pour cette année 2024 et les suivantes, ce sont 330 000 € que nous épargnons à nouveau. Bien sûr, le calcul de cette économie, ou devrais-je plutôt parler de non-dépense, n'est pas aussi rose, aussi facile. Comme tout autre opérateur, public ou non, notre zone de secours voit ses besoins budgétaires croître. C'est notamment le cas au niveau des frais de fonctionnement, mais aussi et surtout au niveau des charges de personnel et de cotisations de responsabilisation pour les pensions. C'est ainsi que, même si la province reprend, entre guillemets, 330 000 € de dotation que notre commune aurait dû payer, les projections budgétaires de la zone de secours font apparaître une intervention de 300 000 au lieu des 220 000 prévus initialement, lorsque les calculs ont été établis en 2020. Bref, l'économie pour Gemep-sur-Ourthe n'est donc plus que de 250 000 €. Dans le même temps, les services de notre zone de secours n'ont pas été upgradés. En effet, contrairement à d'autres zones
qui ont utilisé l'apport provincial non pas pour soulager les budgets communaux en accord avec la philosophie de la réforme, mais pour investir, construire des casernes par exemple, nous avons, dans notre zone de secours, consolidé notre respect aux impositions légales en termes de sécurité et d'équipement. Il n'était pas envisageable non plus, comme l'avait expliqué dès 2020 le chef de groupe socialiste à la province, M. Capa, que l'arrivée de la province coïncide sans hasard aucun, bien sûr, à l'arrivée de nouveaux investissements, là où les zones avaient préféré ne rien faire pendant plusieurs années. Au Conseil provincial de novembre 2020, certains estimaient, à raison sans doute, que la réforme imposée par la région était un leurre pour les communes, que celles-ci croiraient, à tort, pouvoir récupérer des moyens financiers et s'empresseraient d'engloutir ces mannes tombées du ciel dans un flot de dépenses nouvelles. Il est apparu que, suivant ce chemin qui ne menait pas à un soulagement de leur trésorerie, certaines ont donc décidé tout à coup de construire des casernes, d'investir là où elles n'avaient jusque-là pas jugé utile de le faire à suffisance. Avec les autres bourgmestres des communes de la zone, nous avons joué le jeu. La réforme ne suggérait pas d'utiliser l'apport provincial pour investir plus. Elle était voulue et elle a été concrétisée, rappelez-vous, notamment lorsque le Covid nous touchait en plein cœur, pour soulager nos finances locales. Pour les autorités de Gemep-sur-Ourthe que nous sommes, cette réforme était vue d'un bon œil, ne nous en cachons pas. En tant que bourgmestre et président de notre zone de secours, j'ai également lancé la réflexion avec notre commandant de zone de la rationalisation des zones en province de Liège. Notre province compte aujourd'hui 6 zones de secours. Bien sûr, c'est toujours moins que les 24 SRI dont nous disposions jusqu'en 2015, mais tout de même, 6 zones sur 14 au total en Wallonie, est-ce toujours pertinent? Il y a certainement matière à réflexion pour un rapprochement ou une fusion en 3 ou 4 zones distinctes. Le débat est similaire à celui que connaît la région bruxelloise pour ses 6 zones de police, mais là, nous savons tous que le ministre de l'Intérieur, Charles Michel Junior, petit-fils de, fils de et neveu de, a déjà annoncé une fusion prochaine. Aujourd'hui, notre zone de secours tourne bien, grâce notamment, reconnaissons-le, à une institution provinciale qui a pleinement pris son rôle à cœur. Les députés provinciaux sont présents dans nos conseils et collèges de zone. Les querelles politiciennes que d'aucuns craignaient, notamment lors des votes de budget, ne sont qu'illusions et les investissements nécessaires sont réalisés en bons pères de famille, comme avant. Si la province s'est investie positivement dès 2020, c'est aussi et surtout parce qu'elle partait d'une situation financière que d'autres provinces wallonnes lui enviaient. Lors de la présentation de son budget 2021, lorsque les premiers impacts financiers de la reprise du financement des zones de secours se faisaient sentir, la province de Liège présentait un budget avec des recettes de 316,5 millions d'euros et des dépenses de 309,7 millions, soit un résultat 2021 estimé à plus de 6,79 millions d'euros. Enfin, après imputation du résultat des exercices antérieurs et des prélèvements, le boni global 2021 s'élevait à 17 066 euros. Les réserves, pour leur part, étaient toujours confortables, plus de 78 millions d'euros au moment d'aborder l'année 2021. Le gouvernement wallon ne s'y trompait d'ailleurs pas, puisque dans les différentes notes de travail qu'il a produites en 2020, la province de Liège apparaissait comme celle qui pouvait le mieux absorber le choc des zones de secours, et ce, malgré l'ampleur des chiffres annoncés à son égard. Cette situation financière favorable, ou la moins défavorable possible, a permis aux dirigeants provinciaux de l'époque de prendre le temps de réfléchir en profondeur, projet par projet, service par service, pour redéfinir les contours des missions prioritaires qui resteraient dans son giron d'action. Je me souviens des déclarations de l'époque et je pense que le travail a porté ses fruits, j'y reviendrai, mais il était question de continuer à travailler pour l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des citoyens de la province.
le principe de subsidiarité bien connu de tous devait guider l'action du Collège provincial liégeois. Quel est le niveau de pouvoir le plus pertinent pour mener quelle action? Et si aucun autre niveau de pouvoir ne semble prendre le lead, la province peut-elle et ou veut-elle assumer ce rôle dans ce domaine? Le secteur associatif est-il déjà présent dans tel ou tel domaine où le pouvoir public devrait-il insuffler un coup de pouce ou assumer sa présence? Clairement, le travail était de taille alors que la demande ne venait pas des autorités provinciales, mais bien du gouvernement wallon, certainement appuyé par des élus locaux, comme je vous l'ai dit, qui voyaient là l'opportunité d'une bouffée d'oxygène pour leurs budgets communaux. Pour rappel, les chiffres de cette année 2024 sont conséquents. Je vous parlais de 330 000 € de non-dépenses pour notre commune, additionnées les unes aux autres. Ces non-dépenses représentent pour les 73 communes de notre province, hors communauté germanophone, un budget de 44,8 millions d'euros à financer par la province pour cette seule réforme donc. Réforme qui, lorsqu'elle a été décidée dans la DPR de 2019, puis opérationnalisée en 2020, faisait l'unanimité au sein des partis démocratiques. Pour rappel, tant le PS qu'Écolo et le MR étaient aux manettes au gouvernement wallon, tandis que le dernier président du CDH, avant la disparition de son parti, indiquait régulièrement qu'en tant que bourgmestre de Namur, il aurait préféré que les provinces doivent reprendre davantage que 60%, même s'il admettait que ces 60% constituaient déjà une bouée de sauvetage pour sa commune. Au Parlement wallon, d'ailleurs, les derniers élus CDH avaient, sur ce dossier, comme sur d'autres, des positions antagonistes, pour ne pas dire schizophréniques, puisque le terme peut être relâché. Il n'y avait pas une seule voix, mais trois, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, messieurs Bastard, Antoine et Dispa, qui chacun y allait de leur analyse. Certains des représentants de la Sainte Trinité relayaient régulièrement les positions de l'Union des villes et communes et invitaient le gouvernement à aller plus loin dans l'effort demandé aux provinces afin de soulager les communes, tandis que d'autres, ou les mêmes parfois, s'inquiétaient du sort du personnel provincial ou des associations qui bénéficiaient des aides des provinces. Il importe également de rappeler que si la réforme annoncée dans la DPR de 2019 fut conséquente pour la province, celle inscrite dans la DPR 2017-2019 par le CDH, donc, allait encore un pas plus loin. Quoi qu'il en soit, pour la province, le travail de réduction des dépenses a été admirable. Je me souviens d'une discussion avec des représentants provinciaux de l'époque. Ceux-ci m'indiquaient que pour trouver ces 45 millions d'euros, plusieurs options pouvaient être étudiées. Diminuer les dépenses de transfert, c'est-à-dire tout ce qui est octroyé à nous, communes, aux ASBL, aux clubs de sport, au secteur associatif, social ou culturel, toujours de nos communes. Il fallait monter à 239% de ces dépenses de transfert pour atteindre l'objectif des 45 millions d'euros, impossible donc. Autre piste qui aurait pu être suivie, la diminution des dépenses de fonctionnement à hauteur de 95%. Pareil, c'était impossible, en tout cas sans hypothéquer complètement l'avenir de l'institution provinciale. Enfin, le choix aurait aussi pu être porté sur la diminution des dépenses de personnel à hauteur de presque 22% pour compenser le budget sollicité par les zones de secours. Mesdames et messieurs les conseillers, si les responsables provinciaux avaient à l'époque décidé de toucher au personnel, ça aurait pu représenter jusqu'à 800 équivalents temps plein qui seraient passés à la trappe et autant de familles. Notre région liégeoise aurait-elle pu accepter qu'en cette année 2024, 800 familles se retrouvent ainsi sans travail et donc sans revenus? Nous nous remettons tout juste, je vous le rappelle, des conséquences de la crise sanitaire de 2020. Les gens d'abord, pas le profit. Cela peut paraître lointain et abstrait comme ça, mais c'est clairement sur cette base que la province s'est redessinée. Ce fut un travail titanesque pour elle, sans doute salvateur aussi, autour de ces nouveaux axes forts. Elle est repartie, conquérante et forte, avec davantage de lisibilité quant à son action,
Nous en sommes tous témoins aujourd'hui. Alors, quel rapport avec notre commune, me direz-vous? Où veut en venir votre bourgmestre? Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'en rédigeant notre déclaration de politique communale pour cette législature, comme tous bons élèves, nous sommes repartis de la déclaration que nous avions faite en 2018 et du plan stratégique transversal qui l'accompagnait. Vous le savez, Gemep-sur-Ourthe, notre commune hyper dynamique comme ses habitants, est aussi trop petite pour faire tout toute seule. Et en relisant les documents stratégiques de 2018, nous avons été frappés de voir combien de projets, pour combien d'actions primordiales pour notre commune, l'aide de la province avait été nécessaire et pertinente. Ainsi, en 2018, nous avions prévu, au niveau du tourisme, de développer le tourisme fluvial de notre commune, Gemep-sur-Ourthe. De nombreux partenariats ont été conclus avec la province de Liège et les outils qu'elle a développés. Nous voulions aussi préparer le réaménagement des bords de l'Ourthe et cette action s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du plan communal de mobilité, au regard également des études menées en collaboration avec la province sur les modes doux dans la vallée de l'Ourthe. Autre volonté concrétisée, celle d'intégrer la commune dans le réseau Ravel par une liaison entre les communes voisines de part et d'autre. C'est la province de Liège qui a réalisé l'étude permettant la création de cette liaison sécurisée, passant par notre commune et reliant nos deux communes voisines le long de l'Ourthe. Enfin, toujours en matière de tourisme, notre souhait était aussi d'établir une nouvelle approche promotionnelle et de développer de nouveaux outils qui en découlent pour le tourisme de notre commune. La Fédération du tourisme de la province nous a aidés à réaliser la nouvelle plaquette de présentation de nos atouts touristiques. Au niveau de la santé, pour la mandature 2018-2024, je le rappelle, nous voulions créer une commission santé et répondre ainsi davantage aux besoins de nos citoyens. Avec son expertise, la province nous a aidés dans les thématiques à choisir pour animer cette commission qui a été un réel succès lors de la dernière mandature. Notre envie de développer de la promotion de la santé et le bien-être de tous et de créer des conférences, ateliers thématiques, journées spécifiques sur la santé et la qualité de vie avec une attention spécifique pour les enfants et les jeunes était aussi dans nos tablettes. De nouveau, la province fut un partenaire essentiel, notamment via ses campagnes Tip Top et l'écart qu'elle a proposé à nos citoyens et via sa campagne Tip Top Kids qu'elle est venue présenter et qui a rencontré un franc succès auprès de nos écoles et enfants. Au niveau de l'enfance et de la jeunesse, notre PST de 2018 comportait plusieurs projets. Nous entendions organiser la journée Place aux enfants pour réunir les enfants âgés de 9 à 10 ans autour de la notion de citoyenneté. C'est le service jeunesse de la province de Liège qui est à la manœuvre pour cette opération qui rencontre chaque année un franc succès auprès de nos enfants. Puis en matière de culture, nous avions également 3 dossiers prioritaires. La province a largement participé au montage du dossier, puis aux travaux de rénovation de notre salle de spectacle du PSG et à la consolidation de ses occupations. La bibliothèque itinérante de la province a été mobilisée pour faciliter l'accès à l'information pour les publics adultes et jeunesse, tandis que notre centre d'expression et de créativité soutenait et promotionnait les artistes communaux à travers l'organisation d'expositions à notre maison communale. La province, via son projet Parcours d'artistes, nous y aidait. Au niveau de l'environnement, pour la mandature 2018-2024, nous voulions installer des bornes de rechargement électrique. Ici, sans le coup de pouce de la province, nous aurions eu du mal à concrétiser la passation des marchés publics, tandis qu'au niveau des sports, le concours de la province a bien sûr été primordial de 2018 à 2019, que ce soit pour la finalisation de la piste d'athlétisme couverte ou plus largement pour le soutien au club de notre commune. La province a en effet largement participé au financement de la piste, tout comme elle a soutenu la pratique des différentes disciplines présentes sur notre territoire avec ses prêts de matériel et sa cartographie du sport.
Pour ce qui est de la mobilité, nous retrouvions également l'appui de la province. Nous souhaitions développer des solutions de covoiturage pour la mise à disposition d'une plateforme. Nous avons pu compter sur la province via son service informatique pour mettre à jour cette plateforme qui va désormais servir à d'autres communes. Et puis au niveau des travaux, une action nécessitait l'aide de la province, à savoir la tenue à jour du cadastre complet de l'état des voiries communales. Ce projet a été réalisé avec la province et c'est son portail cartographique qui fut notre principal allié. Au niveau des infrastructures, notre PST 2018-2024 n'était pas muet puisque nous proposions de construire une nouvelle crèche. La province était associée à notre commune pour mener à bien ce projet. Au niveau de la formation, la province nous est également venue en soutien, à souligner dans ce cadre la collaboration avec l'École provinciale de la formation. Notre commune a mis un local à sa disposition pour permettre aux citoyens de se former aux métiers en pénurie. Par ailleurs, l'offre de formation en enseignement supérieur a été revue à la hausse suite au renforcement de notre campus, Gemep-sur-Ourthe, une belle promotion pour notre commune. Et enfin, au niveau des finances, et ce n'est pas la moindre des compétences, car des économies importantes ont été enregistrées dès 2018, et ce, grâce tout d'abord à notre adhésion aux centrales de marché public des entités provinciales et régionales, une belle maîtrise des coûts à la clé. La flotte des véhicules communaux a d'ailleurs été verdurisée grâce à la province et la région, qui nous ont aidés dans ce projet, dont la première étape fut la concrétisation de marchés publics conjoints. Concernant enfin la lutte contre l'érosion des recettes liées aux additionnels au précompte immobilier, nous avons pris des contacts avec les services provinciaux pour mettre à jour la convention de collaboration afin de répondre aux besoins, notamment en matière d'adaptation des revenus cadastraux des immeubles subdivisés. Voilà, mesdames et messieurs les conseillers, voilà toutes les actions pour lesquelles nous avons pu bénéficier du concours de la province. Et c'est loin d'être anodin lorsqu'on additionne toutes les économies qui y sont liées et qu'on fait le compte. Je vous l'ai dit, nous thésaurisons désormais 250 000 € par an en non-dépenses pour les zones de secours. À l'inverse, je vous l'ai rappelé également, notre commune de 11 000 habitants, si elle est d'une taille suffisante pour certaines actions, est bien trop petite pour en mener beaucoup d'autres seuls. Devrions-nous budgéter tous ces projets pour lesquels nous avons bénéficié de l'aide provinciale? La balance serait certainement négative et les 250 000 € largement compensés. Vous le savez tous, la mise en commun avec nos communes voisines, les aides européennes, fédérales, régionales et provinciales nous permettent de faire aboutir de nombreux projets. La réforme de la province qui a suivi le refinancement des zones de secours pouvait donc avoir d'importants impacts pour notre commune. Et la question qui nous intéressait était de savoir si, dans notre déclaration de politique communale de 2024, nous allions pouvoir intégrer autant de collaboration, autant de synergie avec cette province dont les budgets avaient été amputés de 45 millions €. Nous avions peur de la douche froide, mais force est de constater que les efforts de l'équipe provinciale de l'époque portent leurs fruits. Cette volonté de faire mieux avec moins, de travailler le plus efficacement possible pour tous les citoyens de la province est, me semble-t-il, couronnée de succès aujourd'hui. Si bien que, pour notre commune de Gemep-sur-Ourthe, si les effets sont bien sûr perceptibles, ils paraissent moins catastrophiques qu'annoncés, et tout cela sans que la province n'ait eu à toucher à son personnel. Bien sûr, ne nous voilons pas la face, la réforme des structures qui a suivi cette réduction de budget provincial impacte nos projets. Ainsi, la fin des subsides qui étaient alloués via Liège Europe Métropole pour nos projets supracommunaux aura des conséquences considérables. Nous avons d'ores et déjà prévu de rencontrer non pas les demoiselles de Rochefort, mais les co-bourgmestres brunes et blondes de la commune voisine, et pour évoquer le projet de construction de la nouvelle piscine pour nos deux communes, et de la même manière, la future, depuis 2020, ex-bourgmestre du chef-lieu de l'arrondissement voisin, nous indiquait qu'elle ne pourrait plus porter le projet de Ravel, qui devait relier
nos deux entités. En ce qui concerne les projets menés directement avec la province, nous pouvons être rassurés. À l'époque, certains auraient voulu avoir des réponses directement, tout de suite. Le collège avait alors préféré prendre le temps de l'analyse, ne pas supprimer des services aux citoyens sous le seul prisme comptable, uniquement par nécessité budgétaire, mais en prenant le temps de l'analyse approfondie et sérieuse. Et contrairement à d'autres, je le répète, les finances de la province de Liège le permettaient. Certains d'entre vous furent les derniers conseillers provinciaux et vous vous souvenez des discussions qui se sont tenues dans le palais provincial avant que celui-ci ne s'écroule. C'était en 2023. Heureusement, à Liège, la province a clairement pris le taureau par les cornes en déménageant son hémicycle sur le site de Bavière. Mesdames et messieurs les conseillers provinciaux, Madame la directrice générale provinciale, bien sûr, ceci n'était qu'une fiction. Le palais provincial est toujours debout. Je mets sur Ourthe, dommage finalement, n'existe pas. Pour le reste, je vous laisse juge de ce que l'avenir pourra nous réserver. En ce qui concerne l'institution provinciale, vous le savez, nous sommes à un virage. Virage que nous n'avons pas demandé, mais qui nous est imposé. Virage que nous prendrons à la corde, sans nous laisser déborder dans le bac à gravier. Si certaines provinces ont décidé de communiquer rapidement, je pense à Namur bien sûr, c'est certainement parce que les chiffres les concernant étaient non pas de moindre ampleur, mais proportionnellement plus inquiétants, vu leurs faibles réserves et les investissements qui y étaient en cours. Je les laisse juges de leur situation pour nous concentrer sur notre travail. La situation de notre province est bonne, je vous ai redonné les chiffres. Partant de celle-ci, nous prenons donc le temps d'une analyse sérieuse et approfondie, analyse qui n'a qu'un et un seul tabou, le personnel. La volonté des partenaires est en effet, M. Tchalon l'a rappelé mardi, de ne toucher à aucun collaborateur provincial, qu'ils en soient rassurés, et j'y reviendrai. Pour le surplus, l'analyse est encore depuis de nombreuses semaines. D'une part, une délégation provinciale a rencontré l'ensemble des zones de secours pour mieux se connaître les uns les autres et voir comment la province pourra effectivement entrer dans les différents organes de gestion. Contrairement à ce que certains annonçaient mardi, il n'y a aucune opacité, toutes les zones ont été rencontrées avec les commandants de zone, les collèges de zone et autres, sans distinction politique, puisque ces collèges de zone sont composés de tous les partis. L'important est que, une fois qu'elle payera 20, puis 30 et jusqu'à 60%, la voix de la province compte, que les investissements réalisés par les zones de secours respectent une certaine cohérence entre elles. L'important est aussi que les dépenses de zone ne s'envolent pas, sans quoi, multiplié par 6 zones, c'est le budget provincial qui dévissera. La sécurité des citoyens restera une priorité, la bonne gestion des deniers publics en sera une autre. D'autre part, et de manière largement plus conséquente encore, votre collège provincial se réunit à intervalles très réguliers afin d'affiner l'analyse des services à réorganiser. Là encore, aucune opacité, Madame Gaillard. À cet égard, toujours, Monsieur Rassa, je vous ai bien entendu et je pensais regarder Alice au pays des merveilles, pour qui tout va bien. Ne touchez pas au personnel, ne coupez pas dans les subventions aux associations, continuez à aider les communes et en sus, financez les zones de secours. Allons, Monsieur Rassa. Comme tout pouvoir public, la province a ses réalités. Elle doit en surplus financer dès aujourd'hui les zones de secours. Bien sûr que des choix devront être faits, ça paraît inéluctable. Par contre, dans la douceur, et c'est là le côté positif de notre réforme à la sauce liégeoise et non sans saveur, Madame Gaillard. S'il y a un gel des nouveaux engagements, n'est-ce pas un moindre mal si, dans le même temps, des compétences venaient à être réduites? La charge de travail ne serait ainsi pas alourdie pour les collaborateurs en place, elle serait simplement différente et redéfinie. Et puis,
Monsieur Rassa, j'ai également entendu votre analyse de l'annexe 12 du budget et votre liste des ASBL qui seraient supprimées. Alors, je sais qu'il n'est pas dans l'habitude du PTB de lancer de grandes théories ou de grands slogans sans analyse profonde et sérieuse. Non, non, ça ne vous ressemble pas. Sachez cependant, et je ne vais pas reprendre la liste complète, mais pour n'en citer que 2, les CLPS de Wiwarem et de Verviers ne seront en rien impactés par la réforme puisque la majorité des emplois qui les concernent sont subventionnés non pas par la province, mais par la région directement. Mesdames et messieurs, soyez par ailleurs assurés du fait que nous ne ferons pas nôtres les erreurs de la province de Namur. Ainsi, le personnel provincial sera le premier informé des décisions prises. Les directions générales sont d'ailleurs pleinement associées au travail de réflexion. Réflexion, dis-je bien, pas décision, qui reste du seul ressort du collège. Plusieurs d'entre vous ont évoqué un calendrier pour des annonces ci et là. Qu'en est-il, ou plutôt qu'en sera-t-il? Ce vendredi, comme c'est le cas lors de chaque exercice budgétaire, le collège rencontrera les représentants syndicaux pour exposer les grandes lignes du budget. Cette année, un focus sera bien sûr porté sur le financement des zones de secours et sur les grandes orientations que le collège entend donner à la réforme. Une conférence de presse se tiendra ensuite. Enfin, les directions seront informées toujours des grandes orientations. Le personnel sera donc informé tant via les syndicats que via les directions, mais il ne s'agira là que d'orientation générale et ça, tout simplement, comme je le dis et le répète, car l'analyse est en cours et doit encore être poursuivie. Sachez d'ailleurs que des réunions tant sur les zones de secours que sur les missions provinciales sont encore à notre agenda jusqu'à la fin du mois de novembre. Les seules choses qui pourraient concerner les services et être annoncées cette semaine, ce sont des évolutions de services. Pensons à l'Académie des sports dont j'ai parlé mardi d'ailleurs, où il ne s'agit pas de suppression, et j'ai utilisé le mot à dessein, mais d'évolution. Enfin, dans un second temps, lorsque les décisions auront été actées, un exercice inédit de communication sera mis en place spécifiquement à l'attention du personnel provincial, de tout le personnel provincial. Par ailleurs, les services aux communes seront maintenus autant que faire se peut, et je vous en ai listé certains, je l'avoue, en reprenant vos PST, à vous, représentants des communes de Serein, Neupré, Warem, Chaudfontaine, Sprimont, Ouffet, Flémal, Visé, Angy, Verviers, Amès, Toulmont ou encore Limbourg. Si vous avez reconnu des projets ou des phrases, vous ne vous êtes pas trompé, il s'agissait bien de vos PST. Je voulais ainsi vous rappeler à toutes et tous ces projets inscrits dans vos contrats avec vos citoyens et qui dépendent en tout ou en partie du travail de la province, de son budget et surtout de ses collaborateurs. J'en profite aujourd'hui pour remercier ces collaborateurs de la grande famille provinciale, ceux grâce à qui la maison province a continué à tourner durant cette année particulière et compliquée pour tous, ceux grâce à qui, depuis la première vague et toujours aujourd'hui, la province a pu venir en soutien des intervenants de première ligne, et je pense notamment à ces agents qui se sont portés volontaires et qui se sont mobilisés au parc Astrid ou dans les centres de testing, ceux grâce à qui un budget a pu vous être présenté cette semaine, et enfin ceux grâce à qui ces séances budgétaires ont pu se tenir dans des conditions techniques irréprochables. Merci à vous tous au nom du collège. Je veux insister aujourd'hui encore sur ce travail des collaborateurs. J'entends et je suis parfois stupéfaite par le ton employé par certains lorsqu'ils discutent de la réforme au Parlement wallon et où ils suggèrent, par exemple, de conditionner les aides régionales aux provinces au fait que celles-ci renoncent à tout nouvel engagement de personnel. Quel irrespect et quelle méconnaissance du travail réalisé quotidiennement par les agents. À cet égard, Madame Gaillard, vous qui demandez dans un amendement budgétaire une augmentation du budget consacré au département social, ainsi que la possibilité pour le service Openado d'engager un ou une psychologue supplémentaire afin de renforcer l'équipe.
eh bien, n'hésitez pas à relayer à votre collègue parlementaire utois ces demandes, ces interrogations et ces besoins que vous avez si justement identifiés. Pour notre part, nous rediscuterons bien sûr de votre amendement lors de notre deuxième commission. Qu'il est si facile de faire ces grandes déclarations à Namur, alors que ces décisions devraient être assumées par d'autres et supportées par beaucoup d'autres encore. Ce sont par ailleurs les mêmes qui, à Namur toujours, après avoir crié l'arrêt des engagements par la province, crient cette fois, rejoints par des Liégeois, que la province n'a pas de difficultés financières et qu'elle s'enrichit sur le dos des communes. Je parle bien entendu de la question des dividendes d'Inodia. Et je cite, « Vu la bonne santé de la province, rien ne justifie d'augmenter les dividendes. Il est incompréhensible d'avoir une province prospère au milieu de communes exsangues, disent-ils, et bien dont acte. » Je l'ai dit, la province prend et prendra ses responsabilités dans le financement des zones de secours. Comment peut-on encore, bien au chaud à Namur toujours, penser que la province de Liège assèche les communes? Je vous ai listé tout à l'heure des exemples d'actions que la province mène avec et pour les communes. Alors, argument massu des deux apprentis députés écolos, la crise. La crise touche les communes, sans doute la province, ne subit-elle pas la crise? À tout le moins, je rappellerai que pendant la première vague de la crise sanitaire, la province a mobilisé plus de 4 millions d'euros pour l'achat de masques, de gel, de salopettes et autres lunettes de protection, et ce, à destination des intervenants de première ligne, zone de secours, zone de police, médecins généralistes, pour n'en citer que quelques-uns. Et évidemment, cette aide est venue soulager les communes. Par ailleurs, dans un second temps, une enveloppe budgétaire de plus de 1,348 millions d'euros fut mobilisée spécifiquement à destination des communes et conférences d'élus pour l'achat des masques et la confection de ceux-ci. Là où M. Rassa utilise le mot très dur de vengeance, je dirais plutôt qu'il y a incompréhension et méconnaissance des réalités et du travail de l'institution provinciale. Si les députés wallons, par ailleurs mandataires communaux pour la plupart et non mandataires provinciaux, ce qui peut expliquer la tournure de la réforme, si ces députés wallons étaient davantage concernés et informés des actions concrètes menées par la province, sans doute n'en serions-nous pas là aujourd'hui. Bien sûr, je ne dis pas que tout va bien, que tout est rose et qu'il n'y a rien à faire. Il y a certainement des choses à améliorer et à rendre plus efficaces. C'est ce à quoi nous travaillons activement. Madame Gaillard, j'ai bien entendu votre plaidoyer pour le climat et croyez très sincèrement que j'y souscris pleinement. Cela étant, la Belgique compte déjà 4 ministres du climat. La province doit revoir l'ensemble de ses compétences qui pourraient fondre comme la banquise. Dès lors, si l'intérêt pour le climat reste un point d'attention majeur et transversal de nos politiques et investissements, il me semble que d'autres niveaux de pouvoir sont sans doute mieux armés pour la gestion globale de l'urgence climatique. Monsieur Lejeune, j'ai pris note des 4 actions résiduelles que vous reteniez. L'enseignement qualifié, la supracommunalité, les productions artistiques et les grands événements sportifs. Monsieur Lejeune, disposant désormais de votre liste au Père Noël, est-ce à dire que nous pouvons supprimer le reste? Que faisons-nous du dépistage du cancer du sein, de la bibliothèque des Chiroux, du tourisme, de la formation, notamment de l'aide médicale urgente, de la promotion de la santé, de l'accompagnement de personnes en souffrance, du développement du sport pour tous, pour ne citer que ces compétences-là? Avons-nous votre bénédiction pour les supprimer purement et simplement, sans autre forme de procès? J'ajoute que là où nous pouvons entendre votre souhait d'être associé aux réflexions sur l'avenir de la province, et ça a été évoqué tout à l'heure en bureau, et sur les compétences à maintenir ou pas, nous entendons aussi, par exemple, que si pour le CDH il faut maintenir les événements sportifs internationaux, Écolo souhaite les supprimer. Nous entendons les 4 souhaits du CDH,
la volonté de travailler sur le climat pour écolo et le maintien de tout pour tout le monde avec le sourire de la crémière et la taxe des millionnaires, sans doute pour le PTB. PS et MR, eux, ont l'avantage de cette différence qui les rassemble et qui leur permet de travailler à des compromis, à des équilibres dans l'intérêt de tous, le personnel, les associations et les communes. La seule chose qui vous unit finalement, sans surprise, c'est votre demande de diminution des taxes. Très bien, nous en prenons note. Pour combler la diminution des recettes fiscales, en gardant les priorités que vous avez chacun énoncées, souhaitez-vous aussi finalement que nous licencions du personnel? Je vais reprendre maintenant quelques extraits de vos interventions de mardi soir. Le CDH s'étonnait du fait que, malgré tout ce qui vient d'être dit, ce budget 2021 est présenté dans la parfaite continuité de 2020. Pour Écolo, le projet de budget 2021 est surtout une continuation du budget 2020. Le gros morceau, le financement des zones de secours sur le long terme, n'y est pas encore. Le PTB votera contre, on s'y attendait, car il reste vigilant et appuiera toutes les luttes des travailleurs pour le maintien de l'emploi provincial. Monsieur Rassa, il n'y a, je vous le répète, pas d'incidence sur les travailleurs de la province. En somme, après avoir entendu vos interventions, ce que vous nous reprochez, c'est de ne pas venir avec les mauvaises nouvelles que vous attendiez. Mais comme je vous l'ai dit, nous prenons le temps pour qu'elles soient, ces nouvelles, les moins mauvaises possibles. Et puis, Madame Gaillard, vous demandiez à voir dans le budget 2021 l'impact de la reprise du financement des zones de secours sur le long terme. Nous sommes pourtant cohérents. Nous n'allions pas, dans le budget 2021, prévoir d'ores et déjà les 45 millions d'économies qu'il nous faudra réaliser en 2024, chaque chose en son temps. En mars, Monsieur Rassa, c'est vrai, c'est le temps des giboulées, mais c'est aussi le retour du printemps. Les nuages s'estompent et le ciel s'éclaircit. Il fera beau demain, Monsieur Rassa. Oui, comme vous l'avez dit, nos réserves, et soyons-en fiers, nous ont permis de prendre le temps, pas d'attendre, mais de réfléchir, et ce, au bénéfice de tous. Sans doute valait-il mieux accoucher d'une réforme, certes plus tardive, mais mieux ficelée que de se précipiter et de rendre une copie bâclée. Mesdames et messieurs les conseillers, comme nous, faites passer le message. Les provinces restent et doivent rester le levier de pouvoir le plus adéquat entre le gouvernement wallon et les communes. La province reste et doit rester l'ami des communes. D'ailleurs, si je vous parlais tout à l'heure de l'arrêt des subventions de l'EM, la supracommunalité n'en sera pas pour autant supprimée, puisque, et chacun d'entre nous peut le comprendre, les budgets qui seront alloués aux zones de secours le seront précisément dans une démarche de supracommunalité, comme ils le sont déjà aujourd'hui, en partie d'ailleurs. Le territoire provincial reste pertinent. Combien de fois n'entend-on pas que ce ne sont pas les technocrates de Namur qui connaissent les réalités de notre territoire et de nos bassins, la singularité de nos villages, de notre ruralité, si chère à Robert Meurot, ou des problèmes de nos grandes villes. Clairement, nous restons persuadés que la province, avec et grâce à son personnel, reste ce lieu de rencontre qui peut globaliser certaines demandes, qui peut offrir des services décentralisés aux communes, communes que vous représentez également pour la majorité d'entre vous. Pour conclure, Mesdames et Messieurs les conseillers, j'aurais pu recourir à cette citation bien connue d'Émile de Girardin, « Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte ». Mais aujourd'hui, je choisirai davantage celle d'un poète français, Claude Honoré Mbarali, qui disait « Moi, j'aime la province évincée par le système, on y trouve le vrai, le beau, les relations humaines. » Et si Claude Honoré Mbarali, qui n'est autre que MC Solar, le dit, je vous laisse méditer. Merci pour votre attention. Merci, Madame la députée provinciale vice-présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir?
Pas d'intervention. Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion sur les documents budgétaires 2021/01 à 011 et 037 et nous allons passer au vote dans quelques instants. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur le point 1 de l'ordre du jour actualisé, la lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2020. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le dernier conseil provincial était présidé par M. Jean-Claude Jadot, assisté de Mme Anne Tans de Bruges. La séance est ouverte à 16h30. 54 membres y assistent. Mme la directrice générale provinciale assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de M. le Président. Madame la deuxième secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2020. L'Assemblée entend les réponses des membres du Collège provincial aux interventions du 26 octobre portant sur les spécificités relevant de leurs compétences directes. L'Assemblée entend les interventions de 5 chefs de groupe sur les documents budgétaires 2020-2021, y compris la note de politique générale. Le procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2020 est approuvé. La séance publique est levée à 19h. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Le point 2 de l'ordre du jour. Budget provincial 2020, 4e série de modifications, qui est pour les conclusions de la deuxième commission qui, je le rappelle, pourrait proposer d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 4 abstentions. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe PTB, le groupe CDH-CSP et le groupe Écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 3 de l'ordre du jour, emprunt de couverture des dépenses extraordinaires de 2020, 3e série, qui est pour les conclusions de la 3e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 6 voix pour et 5 abstentions. Qui est pour, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, qui est contre, qui s'abstient, le groupe Écolo et le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 4 de l'ordre du jour, le document relatif aux perceptions des taxes provinciales pour l'année 2021, règlement général de perception des taxes provinciales, qui est pour les conclusions de la 3e commission, qui, je le rappelle, propose d'adopter cette résolution par 6 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions, qui est pour, le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe PTB qui s'abstient, le groupe CDH-CSP et le groupe Écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 5 de l'ordre du jour. Perception des taxes provinciales pour l'année 2021. Règlement relatif à la taxe sur les dépôts de mitraille et de véhicules hors d'usage. Qui est pour les conclusions de la 3e commission, qui vous propose d'adopter cette résolution par 6 voix pour et 5 abstentions. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, qui est contre, qui s'abstient, le groupe Écolo, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 6 de l'ordre du jour. Perception des taxes provinciales pour l'année 2021, règlement relatif à la taxe sur les établissements bancaires, qui est pour les conclusions de la 3e commission, qui propose d'adopter cette résolution par 6 voix pour et 5 abstentions. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, qui s'abstient, le groupe Écolo, le groupe PTB, le groupe CDH-CSP. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 7 de l'ordre du jour, perception des taxes provinciales pour l'année 2021, règlement relatif à la taxe sur les permis et licences de chasse, qui est pour les conclusions de la 3e commission, qui vous propose d'adopter cette résolution par 6 voix pour et 5 abstentions. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, qui est contre, le groupe CDH-CSP, qui s'abstient, le groupe Écolo, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 8 de l'ordre du jour, perception des taxes provinciales pour l'année 2021, règlement relatif à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que sur les établissements soumis au décret relatif au permis d'environnement, qui est pour les conclusions de la 3e commission, qui propose d'adopter cette résolution par 6 voix pour et 5 abstentions. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe CDH, qui s'abstient, le groupe Écolo, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 9 de l'ordre du jour, perception des taxes provinciales pour l'année 2021,
règlement relatif aux exonérations en faveur d'activités industrielles nouvelles, qui est pour les conclusions de la 3e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 6 voix pour et 5 abstentions. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Le groupe CDH. Qui s'abstient? Le groupe PTB et Écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 10 de l'ordre du jour, perception des taxes provinciales pour l'année 2021, résolution fixant le taux des centimes additionnels au précompte immobilier. Qui est pour les conclusions de la 3e commission, qui vous propose d'adopter cette résolution par 6 voix, contre 3 contre et 2 abstentions. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Le groupe CDH, le groupe PTB, le groupe Écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 11 de l'ordre du jour, perception des taxes provinciales pour l'année 2021, règlement relatif à la taxe sur les véhicules isolés hors d'usage, qui est pour les conclusions de la 3e commission, qui nous propose d'adopter cette résolution par 6 voix pour et 5 abstentions. Qui est pour? Le groupe PSMR, le groupe CDH. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Écolo, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 12 de l'ordre du jour. Projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2021. Pour rappel, la 2e commission propose d'adopter le budget 2021 par 7 voix pour et 4 abstentions. Nous allons donc procéder au vote par appel nominal. Alors, je voudrais simplement faire un petit rappel, comme on est quand même dans une séance mixte ici, en présentiel et en vidéo. C'est de faire en sorte que tous les participants à la réunion en distanciel d'allumer leur micro lorsqu'on leur donne la parole et de le couper à la fin de leur intervention et de dire clairement leur vote. Ici, au niveau de la salle, comme vous le savez, tout est enregistré, je vous demanderai de l'exprimer clairement, que l'on puisse vous entendre à ce niveau-là. Voilà, Monsieur le Premier Secrétaire, la parole est à vous pour l'appel nominal. Merci, Monsieur le Président, et je ne vais pas y aller à la hussarde, on va faire ça calmement. Mustapha Bachi. Oui. Astrid Bastin. Non. OK. Brodure Willa Muriel. Oui. Kappa Serge. Oui. Cialone Thomas. Oui. Colombini Déborah. Oui. Crane Katharina. Non. Desser Alain. Oui. Defranc Firquet Virginie. Oui. Degé Maxime. Oui. Delray Marc. Non. Denis André. Oui. Derwal Yves. Oui. Dubois Guy. Oui. El Ajaji Agib. Non. Ernst Serge. Non. Fernandez Miguel. Oui. Firquet Cathy. Oui. François Nathalie. Frenet Muriel. Non. Gaillard Sandrina. Non. Gillard Luc. Oui. Gradorge Isabelle. Oui. Guquel Irvine, oui. Artok Paul. Oui. Auregard Catherine. Non. Oussio Alexis. Zio. Oui. Excusez-moi. Humblé Isabelle. Oui. Klinkenberg Claude. Oui. Lacomble Catherine.
Lebeau Caroline. Lejeune Jean-Denis. Allume ton micro, Jean-Denis. Ou lève ton doigt. Non. Lejeune Luc. Non. Léonard Roland. Oui. Magnery Marc. Non. Maréchal Nicole. Non. Lux Valérie. Oui. Meurot Robert. Oui, oui. Meurens Jean-Claude. Oui. Monville Marie. Moukas Assia. Non. Nandra Sabine. Oui. Navet Luc. Neumann Michel. Non. Neven Jacob Chantal. Oui. Nissen Didier. Oui. Osman Alfred. Oui. Rassa Rafik. Non. Samedi Isabelle. Non. Chêne Marie-Christine. Non. Schrobilgen Jacques. Non. Soé Vassian. Oui. Tans de Bruges Anne. Oui. Van de Berg Victoria. Oui. Van de Bury Julien. Non. Jadot Jean-Claude. Oui. Permettez, nous allons compter un petit peu. Alors, Sauf Astrid. On ne t'entend plus, Jean-Claude. T'en trembles, oui. Non, c'est normal, il compte. C'est ça. Sous réserve de contrôle, donc a priori 32 oui, 21 non. Le Conseil adopte le budget 2021. Le point 13 de l'ordre du jour, emprunt de couverture de dépenses extraordinaires de 2021, première série. Qui est pour les conclusions de la troisième commission qui propose d'adopter cette résolution par 6 voix pour et 5 abstentions? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB, le groupe Écolo, le groupe CDH-CSP. Le Conseil adopte la dite résolution. Ces votes étant terminés, vous le savez probablement, j'ai reçu en date du 15 octobre 2020 une lettre de M. Robert Meurot, député provincial, par laquelle il démissionne de ses fonctions de député provincial et de conseiller provincial à l'issue des votes sur les documents budgétaires. Nous avons donc inscrit le point 14 à l'ordre du jour, acceptation de la démission de M. Robert Meurot de ses fonctions de député, et je l'invite à la tribune. Monsieur le Président, Monsieur le député provincial président, cher Luc, Madame la députée provinciale vice-présidente, chère Cathy,
Madame et Monsieur les députés, cher Muriel, cher André, Mesdames et Messieurs les conseillers provinciaux, rassurez-vous, je serai plus convivial dans 2-3 minutes, hein, ça va aller. Madame la directrice générale provinciale et avec elle tous les membres du personnel provincial, je ne sais pas qui regarde les travaux du Conseil aujourd'hui. Ouais, plus simplement, chers collègues, chers amis. M'adressant à la province de Liège, cette dame de quasi 190 ans, je pourrais paraphraser Gainsbourg lui-même, évoquant une chanson d'automne de Verlaine, en lui disant « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Mais en notant toute la nostalgie qui entoure ces textes pour ceux qui les connaissent. Chers collègues, j'aurais préféré vous réserver la primeur de cette information, dont il faut largement d'ailleurs relativiser l'importance, mais dès lors que l'ordre du jour de nos travaux est rendu public, toute rétention d'information devient totalement impossible. Heureusement pour la liberté de la presse, et tant pis pour nous. L'essentiel de la motivation de ma décision de partir à la retraite figure sur ma carte d'identité. Je viens de fêter, ou plutôt de prendre acte, hein, on mesure un petit peu, l'entame de ma 65e année, comme aurait dit mon papa, dimanche dernier. En clair, ça veut dire que j'ai 64 ans. J'aurais ainsi passé 40 années au service de notre institution, soit en tant que membre de son personnel, soit en tant que député provincial. À ce titre, je pense pouvoir affirmer que je la connais assez bien, peut-être pas autant que Marianne, mais pas mal quand même. Je la quitte sans nostalgie. Vous disais-je il y a un instant, nous savons toutes et tous qu'elle doit faire face à des défis majeurs, tant organisationnels, n'écrirai jamais plus ce mot-là, que financiers, pour aider leurs amis, les communes, à financer la sécurité des citoyens tout en tâchant de maintenir le bien-être de son personnel. Je ne fais que de répéter ce que Cathy a dit magnifiquement il y a quelques instants. Je répète pourtant, sans nostalgie, mais aussi sans crainte, parce que nous savons toutes et tous également que cette volonté de faux modernisme, de pseudo-simplification institutionnelle, de changer pour laisser une trace peut-être dans l'histoire, cette volonté de changer pour changer est chronique et déraisonnable. Préexistante et fondement majeur de la création de la Belgique, les provinces sont des territoires pertinents en termes de proximité et de taille pour être le lien nécessaire entre les citoyens, les communes, les entités fédérées et l'État fédéral. En d'autres termes, pendant que les autres niveaux de pouvoir doivent ou devraient s'occuper de santé, de sécurité et d'infrastructures, les provinces sont des acteurs majeurs, incontournables, pour construire l'individu à travers l'enseignement, la formation, la culture, le sport, le tourisme, les loisirs, la qualité de vie. Et moi, j'ai ajouté les 3 petits points dans ma liste pour qu'elle soit complète, même si je n'ai pas dit tous les mots. Je quitte donc cette grande dame sans nostalgie et avec optimisme. Mais qu'elle se rassure, je lui resterai fidèle. Je suis sûr que les gestionnaires publics, provinciaux ou autres, trouveront une fois encore la force,
la beauté et la sagesse, de dépasser les égos, les volontés de décision abruptes qu'il ne pourrait pas assumer par la suite, afin de faire évoluer cette institution provinciale au diapason des besoins de la société. Chers collègues, après ces considérations d'ordre général, mais me semble-t-il utile, permettez-moi l'expression de quelques sentiments plus personnels. Celles et ceux qui me connaissent bien ou qui ont aperçu quelques éléments de mon parcours professionnel ou politique savent que j'ai usé mes fonds de culotte sur les bancs assez nombreuses d'assemblées. J'ai donc aussi goûté à la commune, au Parlement wallon et de la communauté, comme on disait avant, ainsi qu'à la Chambre des représentants. Et que les adeptes de Cumuléo se rassurent, je n'ai pas assumé tous ces mandats simultanément et je me suis toujours conformé aux règles de cumul financier ou de mandat. Les fonctions dans lesquelles j'ai le sentiment d'avoir le mieux servi l'intérêt général sont celles, devinez, d'échevin d'une part et de député provincial d'autre part. Probablement en raison de la proximité et du contact avec les gens, mais aussi parce qu'on est dans le concret. On voit ce qu'on fait, peut-être en termes de briques, mais aussi pour les gens, encore les gens. Chers collègues, cette satisfaction, on ne peut l'atteindre sans aide, sans équipe. Vous aurez compris que c'est le moment pour moi de dire un énorme et chaleureux merci à ces équipes, un moment assurément dangereux pour les oublis et pour l'ordre que l'on pratique. Pour l'ordre, c'est réglé, il n'y en aura pas. Ce sera donc dans le désordre et il paraît que c'est ce que j'organise le mieux. Pour les oublis, c'est malheureusement sûr qu'il y en aura. J'ai bien vérifié, aucune compagnie n'accepte d'assurer ce risque, c'est bien qu'il est énorme. Alors, faute d'assurance, je sollicite votre indulgence. Pour limiter le danger, je serai donc le plus général et le plus bref possible. Et pour les dégâts persistants, je prie l'Assemblée et le public d'accepter mes sincères excuses tout en rejetant. Où est-ce qu'il est? Qu'il lève la main? Oui, ça va, je l'ai vu. Je rejetterai donc courageusement et sans honte la faute sur mon chef de cabinet et néanmoins ami. Ah, il est là, il est là. La faute est d'autant plus grande. Et néanmoins ami Thomas Bols. Alors, chers collègues, mesdames et messieurs les conseillers provinciaux, comme j'ai déjà pu le dire dernièrement en commission, je tiens à vous remercier. Que vous soyez issus de la minorité ou de la majorité, je tiens à vous remercier pour la qualité, la correction et la convivialité que vous avez toujours veillé à maintenir au cours de nos débats, que l'on soit d'accord ou pas. Heureusement d'ailleurs, si tout le monde était d'accord tout le temps, on s'ennuierait. Mesdames et messieurs les députés provinciaux, cher Luc, chère Cathy, cher Muriel, cher André, 8 ans de collège, j'ai pu le dire tout à l'heure, je le répète publiquement, au début, sachant que politiquement, n'ayez aucun doute, je suis bien rouge, certains m'appelaient le petit bleu. Maintenant, je suis devenu Livy bleu d'Afrançois Walteri. Hormis Cathy, tous les membres du collège ont changé. C'est la preuve que Marianne reste et les députés passent. Sans blague maintenant, j'ai le sentiment d'avoir fait partie d'une équipe. J'ai déjà dépassé mon temps de parole. Vas-y.
J'ai le sentiment d'avoir fait partie d'une équipe solide et solidaire, comme le pacte, face à l'adversité qui ne fut pas si rare que cela. En femmes et hommes d'honneur, l'équipe semble toutefois plus proche, mais c'est noble, du rugby que du fleuret moucheté. Chers amis, j'ai fait la connaissance de très belles personnes. Merci à vous. Alors, on les a excusés tout à l'heure, mais j'ai reçu des chaleureux messages de la part de Monsieur le gouverneur d'une part et de Madame la commissaire d'arrondissement d'autre part. Hormis au travers de la collégialité, je n'avais pas de dossier spécifique en commun. Pourtant, chaque fois que j'ai eu ou que mon équipe a eu besoin d'une aide ou d'un conseil, nous avons toujours trouvé une oreille attentive et une réponse concrète à nos questions. Alors, Madame la directrice générale provinciale, chère Marianne, ton amour pour ta fonction, qui t'échauffe parfois comme le lait qui mousse et déborde du poêlon sans prévenir, cet amour en masque un autre, bien plus important encore celui-là, l'amour des gens, des agents provinciaux. Quel que soit leur grade, s'ils ont un problème, qu'on leur en cherche, ou qu'ils en cherchent eux-mêmes, ça peut arriver, ta porte leur est ouverte, tu les écoutes, tu les conseilles, tu t'en occupes. Merci pour eux et merci pour nous. Autrement, nous aurions encore de longues séances de collège supplémentaires. Chère Marianne, à travers toi, je souhaite féliciter et remercier cette grande famille que forme notre personnel. Depuis les directions générales en passant par les directions jusqu'aux agents de terrain, ils sont la colonne vertébrale de la province de Liège. Dans plus de 99% des cas, ils œuvrent avec force et dévouement au profit de l'intérêt général et sans eux, nous ne pourrons rien. Comme nous sommes dans leur mur et qu'ils nous y choient, je salue particulièrement nos amis et amis des services du palais. Mille merci à eux pour leurs attentions et leurs petits soins. Et on traînera encore un tout petit peu dans le couloir peut-être. Chers collègues, si vous l'acceptez, j'en terminerai avec des messages encore plus personnels, mais dont je souhaite vraiment qu'ils soient publics. Je souhaite saluer chaleureusement et avec une amitié plus que sincère les membres de mon cabinet, ou, je préfère dire, de mon équipe. Emmené par mon cher ami Thomas Bols, qui ne s'est pas encore fait gronder dans les secondes qui viennent de se passer, avec eux au sens mixte du terme, nous avons pu travailler sérieusement, je l'espère, ça c'est à vous d'en juger, dans la bonne humeur et la convivialité. Bonne humeur et convivialité que nous avons tâché de rendre contagieuses, car ce sont des virus garants, ceux-ci, de la bonne santé physique et mentale. Merci, merci à l'équipe, merci à son chef. Autre chose maintenant, chers collègues, je pense qu'on ne peut pas survivre 40 ans au monde politique sans être soutenu, voire parfois ramassé ou porté par des amis, ceux-là toujours bénévoles et presque toujours dans l'ombre. Dans mon cas, ils auront été une dizaine à ne jamais compter leurs efforts, leur temps, leur week-end. Il y en a un ici qui s'appelle Guirouard. L'autre, c'est Jean-Louis Pétry, et je pense qu'il regarde la petite télévision en mosaïque, là.
et tous les autres se reconnaîtront, ou en tout cas j'aurai l'occasion pour certains de les saluer très prochainement. Enfin, last but not least, je pense de la même manière que l'on ne peut pas survivre autant d'années dans le monde politique sans être soutenu par sa famille. Famille qui n'a pas compté non plus ni le temps ni les week-ends, famille qui s'était aussi dévouée, surpassée même, pour aider le gamin, le mari, le papa. 1 million de merci. 1 million de merci à papy, maman, Tati Daniel, Delphine et Thierry. Delphine et Thierry sont ici. Alors Papé, qui pérore ici à la tribune, dit qu'il est temps d'arrêter, parce que c'est Tati qui garde Camille et qu'elle ne devra pas tarder à aller dormir pour être en forme demain pour son dernier jour d'école avant la Toussaint. Donc, j'ai dit encore merci à toutes et tous et bon vent. En vertu de l'article 2212-42 du Code de la démocratie locale, la démission des fonctions de député provincial est notifiée par écrit au Conseil, lequel l'accepte dans une décision motivée lors de la première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le Conseil l'accepte. Le projet de résolution portant acceptation de la démission de M. Robert Meurot de ses fonctions de député, accompagné de son courrier de démission daté du 15 octobre, a été déposé sur le portail des conseillers. Votre Assemblée est appelée à se prononcer sur ce projet de résolution. Avant de passer au vote, quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Parce que pour le moment, tu es toujours député. Hein, on n'a pas encore accepté ta démission, hein, Robert. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne, nous pouvons donc procéder au vote sur ce document. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Le document est donc adopté et la démission de M. Meurot de son mandat de député est acceptée par le Conseil à la date de ce jeudi 29 octobre 2020. Nous avons encore un petit point à l'ordre du jour, si vous le voulez bien. Le point 15 de l'ordre du jour, octroi du titre de député provincial honoraire à M. Robert Meurot. À la demande de M. Robert Meurot de porter le titre honorifique de ses fonctions de député provincial, votre Assemblée est également appelée à se prononcer sur le document référencé 2021-42. Ce document a été soumis à l'examen du Bureau et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par consensus que votre Bureau vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour les conclusions du Bureau? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Maintenant que tu es député provincial honoraire, mon cher Robert, aujourd'hui, en te remettant ce titre de député honoraire, notre Assemblée met en avant l'entièreté de ta carrière politique et rend hommage aux 8 années que tu auras consacrées à notre belle province de Liège. C'est en 1982 que tu participes à ta première élection communale sur demande de ton mentor et ami Guy Côme. Tu es alors agent provincial. Jolie coïncidence. Militant socialiste, ces élections ne font que concrétiser tes engagements. Ne pensant pas être élu, as-tu dit, tu le seras néanmoins. Et en devenant conseiller communal de Warem, tu étais certainement loin de te douter qu'une nouvelle carrière s'ouvrait à toi.
Tu deviens alors échevin de la ville de ton cœur en 1991. Dans le même temps, ta carrière s'enrichit d'une expérience d'attaché auprès des cabinets ministériels wallons de Robert Collignon et d'André Baudson, titulaire notamment de l'aménagement du territoire et du patrimoine. À partir de 1996, tu deviens représentant de l'arrondissement de Wiwarem, le plus beau de la province, à la Chambre. Tu rejoindras ensuite les parlements wallons aussi, bien entendu ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Candidat dans ta chère commune, tant sur les listes communales que sur les listes provinciales en 2012, tu optes pour la province et tu deviens député provincial en charge du budget, des finances, de l'administration, des sports et de l'agriculture. Tu seras bien entendu réélu en 2018. Tu diras de ton mandat provincial, après pourtant avoir connu tous les hémicycles de Belgique, que c'est celui que tu as préféré. En effet, tu es particulièrement fier d'avoir eu en charge le personnel non enseignant de notre province, ce qui représente 3200 agents. T'être occupé des gens a toujours été ta plus grande satisfaction. Grand amateur de sport, le pôle ballon d'Ouarem, dossier que tu as mené de A à Z, est évidemment une de tes plus belles réalisations. Un pôle ballon, pourtant comme sportif actif, c'était avec les petites balles de ping que tu excellais. Je pense d'ailleurs que pendant ton mandat, remettre la médaille au vainqueur de la Coupe du monde de tennis de table t'a beaucoup impressionné. Plus d'ailleurs que ta participation à une étape du Tour d'Italie où cela allait tellement vite, m'a-t-on dit, que tu as, dans tout l'école, fermé les yeux toute la journée. Dans d'autres domaines, souvenir de ta carrière d'attaché de cabinet peut-être, tu t'es attaché à continuer la magnifique restauration du château de Joët, vitrine de notre province jusqu'au-delà de nos frontières. Tu resteras dans nos mémoires comme un homme de concrétisation qui aura fait aboutir nombre de projets au cours de ta carrière, que ce soit avec ta casquette d'échevin, de député provincial ou comme président de la Fondation rurale de Wallonie pendant plus de 10 ans. Dans l'esprit de beaucoup, et en t'observant un peu, et tu l'as encore montré aujourd'hui, on retiendra que les mots que tu utilisais le plus souvent étaient amitié et merci. Cela résume bien, je pense, ton caractère. Au fait, certains membres de ton cabinet ont insisté qu'avec ton titre de député honoraire, je te remette également cette gaufre qu'ils t'avaient piquée il y a 3 mois, puisque tous les repas du mercredi que tu prenais avec eux en prenant le collège, ils s'amusaient à essayer de récupérer la gaufre que tu pensais manger comme dessert. Je terminerai également en disant que le hasard fait parfois bien des choses. Et c'est un esbignon de Hanu qui s'adresse aujourd'hui à un esbignon de Warem, avec comme point commun, vous ne le savez peut-être pas, le petit village de Trogny entre les deux, où toi comme moi reposent nos ancêtres. En mon nom et au nom de notre Assemblée, nous te remercions pour tes engagements, pour tes années d'engagement, et je t'invite dans le respect des règles en vigueur et sous des applaudissements dont certains sont virtuels, et c'est une première, à venir chercher ton titre de député honoraire. Merci Robert. On me dit, Robert, qu'on devra refaire une photo, le député-président insiste. Mais je pense qu'on a encore un point à l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il va encore intéresser beaucoup de monde, mais c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2020. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. Nous nous retrouvons donc demain dès 16h30 pour l'examen et le vote des dossiers traditionnels.